Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle année, une nouvelle aventure Box Attitude. Et ça commence à devenir un petit peu la tradition. En chaque début d'année, la première vidéo que je vous sors, c'est une vidéo pour vous faire mon bilan de l'année précédente, de l'année qui vient de s'écouler. Dans cette vidéo, je vais être critique envers mon travail. Je vais parler de mon année boxe, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. C'est une vidéo très personnelle. Voilà, je vais parler dans un premier temps de la boxe, des combats qui m'ont marqué cette année, en bien ou en mal. Peut-être que je vais en oublier. Je compte sur vous dans les commentaires pour rajouter les moments qui vous ont marqué. Ça ne sera peut-être pas les mêmes que moi. Peut-être que certains qui vous ont marqué, vous, ne m'ont pas marqué moi. Mais n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et dans une seconde partie, cette fois-ci, je vais y aller un petit peu de mon autocritique. Parler de moi sur YouTube, ce que je pense de mon année. On a passé la barre des 200 000 abonnés cette année. C'est incroyable. On continue à faire grandir cette chaîne de boxe. C'est fantastique. Encore une fois, je ne pouvais pas imaginer que j'aurais autant d'abonnés un jour. C'est pas possible que je ne pouvais pas concevoir en fait ce chiffre. Aujourd'hui, j'en suis très très heureux. Et donc, on fera un petit point, mais plus en deuxième partie de vidéo. Avant de me lancer sur les combats vraiment que j'ai trouvé palpitants, j'ai des remerciements à faire. Voilà, dans la vidéo d'il y a quelques jours, c'était avant que je vienne ici à Lyon pour passer un peu de temps en famille, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo pour vous dire, prédiction 2025, c'était un prétexte pour parler de Naoya Inoue, et donc pour vous dire que les vidéos du Japon arrivaient prochainement. Et à cette occasion, j'ai encore fait un petit appel aux dons et certains d'entre vous y ont répondu. Donc je remercie Jocelyn, Pierre, Maxime, Léry et Gauthier. Voilà, je vous remercie tous de m'avoir fait un don, de votre générosité. Ça m'aide beaucoup pour pouvoir finaliser ce projet qui est clairement le plus gros projet de cette chaîne YouTube. Allons-y gaiement, les amis. Le premier combat qui a été marquant pour moi en ce début d'année 2024, ça aurait été Beterbiev qui écrase Callum Smith. Et c'est bien parce que j'étais déjà en train d'être un petit peu critique envers Beterbiev en disant oui, Callum Smith il battra, j'avais fait un peu ces prédictions-là. Je me suis complètement planté. Beterbiev a été encore plus flamboyant que jamais et on en parlera un peu plus tard. C'est une année où il a été exceptionnel. Franchement, extraordinaire cette année. Ah oui, je tiens à préciser aussi que je reviendrai sur les grands moments boxe, c'est-à-dire combattant de l'année, boxeur de l'année, peut-être KO de l'année. Voilà, je ferai peut-être 3 vidéos au début du mois de janvier, donc au début de ce mois, pour cette fois-ci vraiment parler des combats les plus palpitants de cette année, mettre des montages vidéo, etc. Là, c'est un face cam que tu peux tout simplement écouter tranquillement. Peut-être que tu l'écouteras en pleine nuit, je le sors à minuit 5. Peut-être que tu seras en train de dormir, que tu écouteras ça le lendemain tranquillement. Peut-être que tu es en train de faire une soirée, de t'éclater avec tes amis. Bon, voilà. En tout cas, je nous souhaite à tous une très bonne année 2025. Voilà, je nous la souhaite. Donc, je disais quoi? Je disais oui, donc je reviendrai plus avec des vidéos plus travaillées, avec des montages, des vidéos, tu vois, vraiment des illustrations. Ça sera plus classe et ça sera des rubriques qui sortiront au courant du mois de janvier. Voilà, parce qu'après février, c'est bon, on passe à autre chose et il y aura tellement de combats qui vont arriver que de toute façon, on n'aura pas le temps de trop s'attarder sur l'année 2024 parce que 2025 démarre très fort. Donc on est en janvier, Beterbiev casse Callum Smith, Beterbiev est une machine et on aura une confirmation encore plus derrière. On a ensuite Teofimo Lopez qui affronte Jamaine Ortiz. Ce combat-là, je l'attendais, j'étais impatient. Pareil, je vous ai fait une promo autour de ce combat-là et c'est une déception. Autant Beterbiev, c'est fantastique ce qu'il a fait, je m'en fous de ne pas avoir la bonne prédiction. Autant Teofimo Lopez contre Jamaine Ortiz, quand je dis ouais ce combat il va être bien, quel combat il est décevant, ça me fout les boules, tu vois. Je préfère me tromper totalement sur une prédiction que vous vendre un combat et le combat est pas ouf, parce que j'ai l'impression de vous avoir menti, tu vois. Me tromper c'est pas grave, mais là, j'aime pas, je me dis merde, je leur ai vendu le combat, peut-être il y a des gens ils se sont levés parce que je leur ai dit de se lever, ils ont pris du temps de leur nuit et le combat est pas ouf. Bon, je suis pas responsable non plus de la qualité du combat, mais j'étais déçu et en plus Teofimo Lopez, ça fait quelques temps que je le défends beaucoup.
Et là, c'est vrai que cette année, il sera décevant. Je n'ai pas noté d'autres combats de son année, mais c'est vrai qu'il a aussi affronté Steven Claggett. Donc, ça fait deux défenses de titre pour Teofimo Lopez, d'accord, qui est champion du monde dans la catégorie D super léger. Mais c'est une année, je le trouve pas ouf. Je le trouve pas ouf. Bon, il y a des trucs qui m'ont plu, c'est toujours un personnage qui me plaît, j'aime le voir faire son entrée sur le ring, etc. etc. Mais il y a eu un petit mot marquant avec... c'est avec qui déjà qui ils se clashent un petit peu, où ils sont l'un à côté de l'autre, c'était marrant, j'ai vu la vidéo ressortir en fin d'année, c'est une vidéo Top Rank je crois, lors d'une conférence de presse, où tu sais, t'as parlé de moi dans une interview, tout. Moi je le trouve marrant, Teofimo Lopez, dans son attitude et tout, je l'aime bien, et même dans cette génération-là, c'est peut-être aujourd'hui devenu l'un de mes favoris. Depuis que Gervonta, je ne peux plus me le piffrer. On y viendra un peu plus tard. Mais, année décevante. Il faut le dire, clairement, année décevante. Dans les performances qu'il fait sur le ring, il est décevant cette année. Donc, petit pouce en bas pour Teofimo Lopez. Ensuite, en février, on a eu Bakary Sameke contre Ahmed El Moussaoui. J'ai mis un petit drapeau français. Je vous mettrai tout en description de la vidéo. Tous les combats, si vous voulez aller les chercher, regarder des highlights, regarder le combat complet. Voilà, c'est les combats qui m'ont marqué. N'hésitez pas à aller les voir. Sauf quand je dis qu'ils sont décevants, bah, tu te doutes bien que tu n'es pas forcé d'aller voir ça. Donc, pourquoi j'ai mis ce combat-là ? Je mettrai très peu de références à des combattants français, surtout du Made in France, voilà, franco-français. Mais celui-ci est un combat attendu, une belle affiche, et je trouve que le combat a été à la hauteur des attentes. Et franchement, il a bien animé ce début d'année 2024. Ensuite, en mars, donc là j'ai mis un petit point noir parce que je sors un petit peu du domaine de la boxe anglaise pour aller vers du MMA. Donc quand il y aura un petit point noir en bas, c'est que je parle MMA. Baki Doumbé. Alors pourquoi je vous ai mis Baki Doumbé ici ? Parce que je trouvais que c'était une affiche il y a eu un grand émoi autour de cette affiche. Pareil, français contre français, je trouve ça fantastique. Un gros événement en France en plus, qui aurait pu être dans un autre pays à l'international, mais c'était en France. Et moi j'y étais grâce à un de mes partenaires, donc Farad, qui m'a permis d'accompagner un combattant, Mike, que je devais filmer à ce moment-là, faire un cœur de combattant. Ça pareil, j'y reviendrai en deuxième partie de vidéo quand je vous parlerai de moi sur YouTube. Donc j'accompagne ce combattant, donc je découvre un nouveau monde. C'est la première fois que j'assiste à un événement de MMA. Première fois de ma vie, je fais le PFL Paris, donc c'était plutôt un événement stylé. En plus, Baki Doumbé, en plus avec la fin que tu connais. Donc ça m'a permis de faire un petit peu des sujets dessus, sans trop m'éparpiller. Donc j'ai aimé les sujets que j'ai traités, j'en ai parlé un petit peu avant avec TFS, j'en ai parlé... En y étant, je me suis permis de faire une vidéo dessus parce que comme j'y étais, j'ai traité l'événement et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Mais voilà, c'était juste sur cette période-là. Malheureusement, j'ai pas pu faire mon reportage. Enfin, j'aurais pu le faire, mais Mike a connu une lourde défaite, qui a fait le tour du monde. Cette défaite, vous avez très certainement vu le chaos. C'est un combattant qui arrive en étant complètement nonchalant et qui prend un coup de pied pleine tête et qui est complètement assommé. Bref, donc on y reviendra un peu plus tard parce que je vais quand même faire du contenu avec Mike et je vais quand même faire ce cœur de combattant. Je vous rappelle que moi je fais les cœurs de boxeur et donc là c'est la première fois que je faisais avec un autre combattant qui n'était pas un combattant de boxe. Donc pour moi c'était quand même un exercice intéressant. Mais comme je vous le disais, là on n'est pas sur l'aspect boxe. Je vous le reste dans les événements sportifs qui m'ont marqué. Toujours en ce mois de mars, c'était le même week-end, donc quasiment le même jour, on a eu Joshua Ngannou. Joshua Ngannou, ça fera quand même partie des affiches de notre année. Moi, c'est vraiment, arrivé en fin d'année, je l'avais oublié ce combat. Je ne l'aurais pas mis, mais pourquoi je l'ai noté ? Parce qu'en fait, je vais vous parler de la carte. Encore une fois, dans ces événements-là, mettons de côté l'affiche, qui peut déranger beaucoup de monde et je le comprends. Je vous demande de vous attarder sur la carte. Il y avait Parker Zhang, Vargas Nick Ball, Israël Madrimov contre Magomed Kourbanov. Donc en fait les cartes elles sont hyper riches. Donc revenons sur Parker Zhang parce que c'est un des moments marquants de l'année. Moi j'avais beaucoup défendu le fait que pour moi Zhang ne perdait pas ce combat. Je l'ai revu là depuis que je suis en vacances là dans ma famille. Donc là j'ai pris une semaine en vacances. Je me suis maté plein de combats de boxe. Je suis revenu un peu sur les combats de l'année, tu vois, j'en ai rematé plusieurs et j'ai rematé celui-ci. Hier, je l'ai regardé hier celui-ci. Et c'est vrai que c'est pas un combat très palpitant. De le revoir sans l'excitation du direct, c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis un peu embêté devant ce combat-là. Et je reconnais que la prestation de Parker peut avoir convaincu les juges. Voilà, je le dis sans bouder que j'avais défendu beaucoup Zhang. Bon, franchement je peux reconnaître sans rougir que, ok, j'accepte que cette victoire soit donnée à Parker. Je vous la concède, mais voilà, je l'ai noté dans les combats marquants de l'année, dans les événements marquants de l'année, dans les affiches marquantes de l'année, mais très clairement,
c'est pas un combat que je vous inviterai à revoir. Moi, j'ai trouvé le temps long en ayant revu ce combat-là. Voilà. Et surtout, quand je me suis retapé plusieurs fois dans l'année Fury Usyk 1 et Fury Usyk 2, depuis qu'il a eu lieu, je l'ai revu au moins 3-4 fois le combat. Bah franchement, la différence de niveau, elle est plus que criante. En fait, quand tu regardes ce combat-là par rapport à cette prestation qu'ils ont faite, mais ça aussi, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Le même week-end, il y a encore eu un événement MMA que je tenais à vous signaler, c'est Poirier-Saint-Denis. Alors Poirier-Saint-Denis, je l'ai regardé par rapport à Saint-Denis qui affrontait Poirier, voilà, un illustre combattant. Et j'avais aussi fait une vidéo décryptant la boxe de Poirier. Donc ça, pareil, on en parlera un petit peu plus tard, dans moi sur YouTube cette année. Mais c'est aussi un événement sportif que j'ai quand même traité sur ma chaîne finalement. Ensuite, j'ai mis alors petite fleur, c'est les femmes qui m'ont marqué cette année. Bon oui, c'est cliché, fleurs, femmes, et alors? C'est pas grave, on peut garder un petit peu de romantisme, non? Donc, Seniesta Estrada qui affrontait Yokasta Valle. Alors, ce combat-là en lui-même, je ne l'aurais pas forcément conservé. Moi, j'aime beaucoup Seniesta Estrada, c'est personnel, ouais, c'est très personnel. Mais pourquoi je l'ai mis? Parce que Seniesta Estrada, elle a annoncé sa retraite, quelques temps après le combat. Et lors de ce combat-là, elle a unifié totalement la catégorie minimum, hein, c'est les poids paille, je crois que nous on l'a traduit par poids paille. Et donc à ce moment-là, elle est devenue championne indisputée, donc voilà, avec tous les titres. Donc après ça, après avoir atteint le maximum, elle décide de se retirer à seulement 31 ans. Elle avait 31 ans au moment du combat. Alors, moi j'aime beaucoup Estrada. Voilà, c'est mon petit coup de cœur. Voilà, c'était mon petit rayon de soleil quand je la regardais combattre. Je kiffais. Oui, je kiffais. Donc je suis un petit peu en berne de savoir qu'elle prend sa retraite parce que je l'ai découverte sur le tard, il y a seulement un an et demi peut-être. Et j'attendais ses prochains combats, j'étais impatient. Bon bah du coup il faudra que je regarde des anciens combats et je pourrais pas avoir cette excitation d'attendre le prochain comme j'ai par exemple pour Bivol, tu vois. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, elle a un style assez spectaculaire, elle a une manière de combattre qui est assez peu orthodoxe. Moi je la trouvais pétillante, et elle me manquera beaucoup. Oui, je vous le dis. Donc je poursuis. Là, on a une autre déception qui est d'un autre registre. Donc on est toujours en mars, c'est Arsène Goulamirian qui perd son titre de champion du monde contre Gilberto Ramirez. Et là, c'est dur, parce qu'on va avoir deux grosses pertes cette année. On aura la suivante un peu plus tard. Arsène Goulamirian, qui détenait ce titre WBA dans la catégorie des lourds légers depuis un bail, et qui perd contre Gilberto Zurdo Ramirez. Franchement, je ne m'attendais pas à un Zurdo aussi performant dans cette catégorie, très impressionné, et il confirmera par la suite. Pareil, on se le garde après, quand je vais désigner un peu mes grands nominés de l'année. Ben, sachez que voilà, Zurdo il en fait partie, il fait une année incroyable, on y reviendra. Donc là il prend un nouveau titre dans une nouvelle catégorie, et il le fait avec la manière. Franchement, Arsène il a quasiment pas existé en ce combat là. Et moi j'étais persuadé que en termes de force physique, d'impact, il allait le faire voler, j'en étais persuadé, tu vois. Ben, je me suis trompé. Donc Zurdo impressionnant, et il confirmera par la suite. Ensuite, toujours en mars, Tim Tszyu, Sébastien Fundora, donc Fundora qui est un remplaçant un peu de dernière minute, qui était considéré vraiment comme un mec qui allait se faire terminer par Tszyu. Bon, Tszyu se blesse assez tôt dans le combat. Pour moi, c'est un combat qui mériterait revanche. Bon, Tszyu, il aura un malheureux combat après ça. On y reviendra. Très dur année pour Tszyu. Il fait deux gros combats. Il faut vraiment qu'en 2025, il lève le pied. Voilà, il faut qu'il lève le pied, qu'il prenne le temps de se remettre. Dans cette carte, il y avait aussi Rolando Romero qui se fait tabasser par Isaac Cruz, et ça, c'était un bonbon. Voilà, un petit bonbon au miel, j'ai savouré. Isaac Cruz, il l'a torché. Et je me rappelle à l'époque, il y a des gens qui me disent non, tu verras, c'est un combat qui sera équilibré. Je leur ai dit les gars, il n'y a pas d'équilibré. Isaac Cruz, il va venir, il va le tabasser. Et il est venu, il l'a tabassé, vraiment, tu vois. C'était son petit neveu, voilà, et il lui mettait une correction. Incroyable. Je me suis régalé. Et ben voilà, on y arrive en avril. Ségolène Lefebvre qui va perdre son titre contre Elise Cottenay, qui est aussi une championne. Donc c'était un combat d'unification en Angleterre. J'ai beaucoup aimé suivre ce combat. Ségolène Lefebvre qui arrive avec ses moyens. C'est pas une grande technicienne, mais elle est très courageuse, très brave. Elle a rendu honneur à nos championnes françaises qui ont marché avant elle sur ses traces. Elle fait une belle presta, elle fait sa presta. Et en plus, son entrée avec le maillot de Eric Cantona de Manchester United, j'ai trouvé ça très classe. Et voilà, c'est un de mes beaux moments de l'année. Malheureusement, on perd un nouveau titre. Donc voilà, nos deux champions, notre championne et notre champion, perdent leur ceinture quasiment en même temps. C'est un début d'année, parce qu'on est encore dans la première partie de l'année, qui est assez difficile pour moi. Je vous avoue que je le vis pas bien, là, ces deux pertes de titres.
Autre événement MMA que je tiens à citer, c'est Holloway Gadji avec un super finish qui aura fait le tour du monde. Alors, j'avais traité la boxe des 2 combattants. Donc, franchement, je vous le dis maintenant, je ne m'étais pas régalé à les faire. Peut-être que j'en ai un peu trop fait cette année, parce que j'avais aussi fait Ngannou, j'en ai fait plusieurs, peut-être j'en ai fait un peu trop. Peut-être que si j'en fais à l'avenir, c'est pas sûr que je conserve. J'aime bien ce format quand même, mais pas en faire tant. Voilà, pas en faire tant. Là, j'avoue que je les ai faits. Je trouve que c'est un format qui est agréable à faire. Bon, attends, je vais rester sur le sportif. Donc, j'ai quand même bien aimé regarder ce combat-là. Et c'est un combat que j'ai traité sur la chaîne. J'ai même fait une vidéo réaction après où je disais ce que j'en pensais. Donc, voilà. Je reste sur ça et puis on reviendra après sur l'aspect, moi en tant que youtubeur, comment j'ai traité ces sujets-là. Mais ça, quand même, ça a fait partie des moments sportifs importants avec un échange musclé en anglaise qui finit par un gros KO. Donc moi, j'ai quand même apprécié ça. On peut quand même dire que c'est un moment qui m'a marqué. Toujours en avril, Devin Haney qui se fait taper par Ryan Garcia. Alors là, je suis passé par toutes les émotions avant ce combat-là. Ryan Garcia, c'est quelqu'un que j'ai soutenu longtemps, que j'ai supporté longtemps, quand il était très décrié au début. Mais après, il est arrivé à un moment où je ne pouvais plus le soutenir. Haney, il y a des raisons pour lesquelles je le soutiens, des raisons pour lesquelles il m'agace. Mais là, j'étais 100% avec lui. Et si demain, il y a une revanche, je reste 100% avec lui. Et bon, il a montré quand même un menton, parce qu'il se fait corriger dans ce combat-là, il va au bout. Il va au point, il donne tout, il a montré quand même une âme dans ce combat-là. C'est dommage que sur d'autres aspects, il n'a pas réussi à montrer cette âme-là, notamment contre Régis Prograis. Pour moi, ce combat-là est une énorme déception. Bon, c'est dur. Ryan Garcia, vu ce qu'il a fait, je pense que Ryan Garcia a fait beaucoup de mal à la boxe à ce moment-là, où on n'était pas encore vraiment dans l'année boxe qui avait démarré. Le MMA pétait à ce moment-là, et quand tu as un mec qui fait ça, bah pour moi, il ternit beaucoup l'image de notre sport, plus que d'autres événements dont on parlera après, où je pense que des fois, on en fait trop, on les prend trop au sérieux. Là, c'est sérieux. C'est un combat pour un titre. L'autre ne fait même pas le poids pour le titre, donc il combat pas pour le titre. En fait, il a tout gâché. Ryan Garcia a tout gâché de ce moment boxe. Et moi, ça m'a fait vraiment mal, pour le coup, mal à ma boxe. Oui, ce combat-là a fait mal à ma boxe. Mais ça reste un moment marquant. Et s'il n'y avait pas eu toutes ces histoires de dopage et tout derrière de Ryan Garcia, bah on avait là l'une des surprises de l'année. Voilà, donc le combat est passé en no contest. Franchement, c'est bien pour Devin Haney. Je ne sais pas comment Devin Haney va se remettre de ce combat-là. Donc c'est un moment, voilà, j'ai mis un pouce bas, vous verrez en bas. Mais moi, c'est dommage parce que ça aurait pu être un des temps forts de l'année. Et finalement, on a pourri. Pour moi, ce combat chie sur notre sport. Voilà, je vous le dis. Encore une fois, c'est une vidéo très perso, je vous dis ce que je ressens. Bref, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, toujours en avril, on a Canelo Munguia. J'ai noté ce combat-là parce que, pareil, c'est un combat où je m'étais dit, Munguia, il est pas dedans, il est complètement à côté. Un peu pareil, mais ressenti par rapport à Fury. Donc parfois, je passe à côté du truc. Voilà. En général, je suis assez dans le bon, tu vois. Mais des fois, j'ai un ressenti. Et au final, Munguia, quand il est monté sur le ring, il a tout donné. Et j'ai beaucoup aimé ce combat. Je me le suis rematé là. Justement, pendant mes vacances, je me suis refait plein de combats. J'ai des vacances, je décroche pas de la boxe. Et c'est un des combats que j'ai vraiment apprécié cette année. Canelo Munguia. Très belle presta et franchement, c'était bien. Toujours en avril, Naoya Inoue contre Luis Nery. C'est mon souvenir de l'année. Nery qui envoie au tapis. Déjà, Nery qui arrive avec toute son équipe de Mexicains, les drapeaux et tout. C'était tellement marquant. C'est-à-dire, on est venu là pour faire un braquage, les gars. C'était ça l'idée. Et premier round, Inoue au tapis. Tu te dis, mais c'est pas possible. Dinguerie. Moi, je me suis régalé, franchement. Et puis, la presta de Naoya derrière, qui dit, ok, j'étais au tapis. Derrière, ça sera correction. L'un des KO les plus marquants de l'année. Non, franchement, mon souvenir de l'année, c'est celui-ci. Exceptionnel. Ensuite, toujours en avril. Donc franchement là déjà, le mois d'avril, franchement régalade. Lomachenko Kambosos, Lomachenko qui redevient champion du monde en battant Kambosos et en faisant une super presta. Je craignais ce combat pour Lomachenko et il fait une super presta. Bon, on reste un peu sur notre fin parce que tout le reste de l'année, on parlera plus de Lomachenko que pour dire des trucs du genre il est blessé, il reviendra pas, il reviendra que l'année prochaine. Donc c'est un peu frustrant, c'est frustrant, pas décevant, c'est frustrant. Mais quelle presta de Lomachenko. Je vous invite à revoir ce combat parce qu'en boxe, c'est impeccable. Et puis on arrive, avril, toujours en avril. Donc avril, c'est le mois de l'année, je pense, on peut le dire. Usyk Fury 1. C'est l'événement de l'année. Voilà, c'est l'événement marquant de l'année. Régalade pas possible. Le combat, il a été à la hauteur. Exceptionnel. Franchement, merci. Merci aux deux, ils nous ont régalé. Le même week-end, on avait
Berinchik contre Navarrete. Donc Berinchik, le Ukrainien, qui lui aussi va confirmer contre Navarrete, va le battre. Et Navarrete, c'est un combat serré, franchement discutable. Mais Navarrete qui se refera la cerise plus tard, on y reviendra. C'est quand même un moment pour moi qui a été important, et ce combat-là a été important, donc je tenais à le signaler. On passe en juin. On a Zhang contre Deontay Wilder dans une super carte avec Dubois Hergovic, avec Bivol Sinab, avec Hamza Sheeraz qui est aussi dans la... Hamza Sheeraz, c'est un de mes chouchous. Voilà, c'est mon chouchou de l'année dernière, donc toujours mon chouchou aujourd'hui. Moi, je ne change pas de chouchou comme ça. Donc grosse carte qui aurait dû être la carte de Bivol Beterbiev. Finalement, ça ne l'est pas. Ça reste quand même une très belle carte. Et on a la fin de Wilder, qui se fait éteindre par Zhang. Bon voilà, c'est triste. Déjà Parker contre Wilder, on avait compris que Wilder n'était plus là. Et là, on avait un petit espoir. Pour ceux qui aiment Wilder, on se dit, oh pourquoi pas, peut-être que... Et Zhang, il est venu, il l'a tout simplement exécuté. Voilà, donc la fin de Wilder, pour moi c'est l'un des moments marquants de cette année, à titre personnel. Vous savez que j'aime Wilder, j'ai une affection pour lui, pas pour le boxeur, pas pour le pugiliste, vous le savez très bien. Mais, si pour le boxeur, pour le cœur qu'il a amené sur le ring et l'excitation qu'il nous a ramené dans ses combats, le palpitant, avec lui c'était le palpitant. Donc voilà, donc on retiendra Dubois, qui va faire une année de dingue. Dubois, il est dans les combattants de cette année, très clairement. Et sa presta contre Hergovic, elle est marquante. Et elle sera de bon augure pour la suite. Voilà, c'est un petit peu... il nous montrait un peu ce qu'il était capable de faire en disant, attention les gars, je suis en train de revenir, regardez ce que je fais là, je serai encore meilleur. Et c'est ce qu'il a fait. On en parlera un petit peu plus tard. Ensuite, j'ai remis un pouce bas, mais vous allez voir, ça va être un petit peu différent de ce que j'ai dit sur Teofimo Lopez. Je parle de Gervonta Davis qui prend Frank Martin. Coup bas pour Gervonta Davis parce que cette affiche ne nous sert pas à grand chose, si ce n'est nous préparer pour un prochain combat marquant. Donc moi j'avais défendu cette affiche. J'aurais dit les gars, Gervonta il revient. Rappelez-vous, je l'ai défendu, alors qu'il m'agace depuis longtemps, mais je l'ai défendu. Frank Martin c'est un combattant qui est bien classé, stylistiquement il est intéressant. Et puis il fait sa presta contre Frank Martin. Bon, pas grand chose à redire. Nettement au-dessus, il n'y a jamais un moment où tu es minimum inquiet. Mais c'est vrai que quand tu regardes l'année de Gervonta et quand tu vois l'affiche qu'il va nous donner là contre Lemon Peterson, là, où je ne sais même pas comment il s'appelle, ça sera finalement en début d'année prochaine alors que ça aurait dû être là en décembre, quand tu vois l'affiche après, tu te dis non mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas nous faire ce combat-là de reprise qui est un combat très bien, d'accord, pas de souci, mais derrière tu dois nous faire une affiche parce qu'on voit que tu es là, tu es toujours au top, tu es au sommet de ton art, mais il faut prendre des mecs maintenant. Tu peux pas, dans une ère où la boxe, les Saoudiens, ils sont en train de révolutionner la boxe, tu peux pas ne pas être dans la course parce que tu es le boxeur du moment. Gervonta Davis devrait être le visage de la boxe. Oui, ça devrait être lui. Je l'aime énormément. Mais tu ne peux pas revendiquer cette place quand tu joues à ça. Tu es en train de jouer avec des souris alors que tu es un lion. Voilà, c'est la réalité. Donc tu peux pas me dire que c'est le plus grand lion de la jungle. Il se bat avec des souris, mon gars. Ramène-le avec les éléphants, avec les pachydermes. Ramène-le avec les macaques vénères, avec les hyènes. Ramène-le là-bas, on va voir si c'est le roi de la jungle. Il se bat avec des souris, il se bat avec des suricates, excusez-moi, faut qu'on reste dans le critère jungle. Voilà, tu peux pas être le roi de la basse-cour si tu ne croques que des poules. Je suis désolé les gars, ça marche pas comme ça. Donc moi, très déçu je parle de Gervonta, de son année. Là, la perf, elle y est. On sait que c'est l'un des meilleurs boxeurs, on le sait. Mais derrière, on s'attend à ce que tu nous sortes un nom et tu nous sors Lemon Patterson, tu fais venir le champion de la catégorie inférieure, tu te fous de la gueule de qui, Gervonta Davis? Non, à un moment donné, dans cette ère avec les Saoudiens, tu te dois d'être à la hauteur. Voilà. Canelo, il fait une année plutôt cohérente par rapport au moment où il est dans sa carrière. Tu vois, il joue pas dans la même cour que ce que font les Saoudiens, mais il fait une année plutôt cohérente. On peut être déçu, mais moi je suis pas pro Canelo, vous le savez depuis longtemps. Moi j'étais pro, j'étais dans l'équipe Golovkin, à partir du moment où tu as eu les résultats après Golovkin-Canelo 1. Mais Canelo, je défends la continuité de ce qu'il fait. J'en attends plus de lui, c'est normal, on est là pour être critique. Mais son année est cohérente à Canelo, par rapport à là où il en est, son âge, etc. Gervonta, non. Gervonta, il est indéfendable. Voilà, c'est tout. Mais je pense que je ferai une vidéo sur lui. Donc, par rapport à l'ensemble de l'année, même s'il y a une presta, il y a un super KO, ça reste une énorme déception. Pour moi. Ensuite, je tenais à marquer Liam Paro contre Subriel Matias. Pourquoi je tenais à parler de ça? Parce que Liam Paro prend Subriel Matias alors que personne ne voulait le prendre. Tout le monde le fuit, ce mec. Et il le bat. Et derrière, comme par hasard, Richardson Hitchens, l'américain, il affronte Liam Paro pour prendre son titre. Donc là, on est toujours chez les super légers. C'est pour ça que chez les super légers, on pourra avoir tellement de beaux combats. L'année là des super légers, elle est gâchée.
avec Ryan Garcia qui a fait de la merde, avec Teofimo Lopez qui nous prend pour des cons, pas qui nous prend pour des cons, mais qui fait une année décevante, avec Liam Paro là, qui bat Subriel Mathias et Richardson Hitchens qui gagne le titre. Franchement, c'est très généreux. Ok, il fait de la belle boxe, mais j'ai pas vu un mec aller chercher le titre. Et Liam Paro, pour moi, c'est suffisant pour moi, c'est suffisant pour qu'il conserve son titre. C'est mon avis totalement personnel. Moi, quand j'ai vu le combat, je me suis dit non, je suis désolé, ce mec-là, Richardson Hitchens, n'en a pas fait assez. Tu peux pas fanfaronner à la fin de ce combat-là parce que t'en as pas fait assez. Moi, j'en ai un peu marre de cette boxe américaine, très léchée, très technique, mais on s'emmerde devant les combats. Oui, il faut le dire, on s'emmerde. À un moment donné, c'est vrai, on s'emmerde. Je prends plus de plaisir à mater ça. J'ai plus envie de voir ça en direct en fait. Cette boxe-là ne me fait plus plaisir. Le seul qui a cette boxe à peu près et qui est palpitant, c'est Gervonta Davis. Mais Gervonta Davis, je suis désolé, mais t'as plus envie de te lever pour regarder ses combats aussi. Il affronte personne. Donc moi, les Américains m'ont saoulé cette année. Et d'ailleurs, je crois que tous les combattants qui m'ont marqué cette année, il n'y a pas d'Américains. Quasiment pas. Voilà. Bon, il y en a quelques-uns, parce que je vois le prochain combat qui arrive, c'est Bam Rodriguez, qui est américain, et qui affronte Juan Francisco Estrada. En plus, le combat se fait au Mexique, je crois. C'est un de mes coups de cœur de cette année, ce combat-là. Moi, j'ai mis en performance de l'année. Alors, c'est vrai qu'il est envoyé au tapis par Estrada. Estrada, c'est un boxeur formidable, exceptionnel. Tu veux apprendre à boxer en reculant, mate-toi des combats de Juan Francisco Estrada. Il est exceptionnel. Maintenant, il est sur la fin, on le savait, et Bam Rodriguez, il commence à lui rouler dessus. Il roule dessus, il commence à lui faire une masterclass. Et il est tellement en détente, je trouve qu'il se relâche un peu, et là il se fait piquer par un contre, et il se retrouve sur les fesses. Il n'est pas atteint, il reprend son combat, et derrière il remet un coup de tournevis, tu vois, et il se remet à... Et là cette fois il est plus vigilant, tu vois, donc il est plus en mode détente. Mais pour moi c'est une performance, parce que même le moment où il va au tapis, c'est parce que justement il se voyait trop beau, tu vois, et il a oublié que face à lui il avait un vieux renard à qui tu la fais pas. Donc ça a été juste une petite piqûre de rappel. Je suis Juan Francisco Estrada en face. D'accord ? Fais pas le malin. Donc voilà, et puis il le pique au corps, il l'éteint. Estrada voulait prendre sa revanche, je sais pas. Pourquoi pas ? Pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vois pas Estrada proposer quelque chose de mieux. Et Rodriguez sera encore plus vigilant. Ça peut être un combat qui ira au point, c'est pas impossible. Avec un Rodriguez qui se dit, bon, je vais peut-être plus assurer comme je me suis fait piquer au premier combat, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est l'une des performances de l'année. Ma performance de cœur. Ensuite, un pouce en bas, Shakur Stevenson contre Artem Haroutinian. Je vais donner un peu les mêmes arguments que j'ai dit pour Gervonta Davis. Ces mecs-là ont un talent exceptionnel, mais on n'a plus envie de les regarder boxer. Voilà, tout simplement. Au moins, avec Gervonta, je sais qu'il y aura un chaos monumental. Stevenson, voilà, je veux dire... T'as vraiment envie de regarder Stevenson en direct ? Non, tu peux regarder en replay parce que t'as envie d'analyser un peu sa boxe. Peut-être tu mets en mode aujourd'hui j'ai envie de regarder la boxe défensive, toucher sans se faire toucher, toi. C'est comme quand t'as envie d'analyser un truc. Ok, mais te dire là je me fais un kiff, le mot kiff et Stevenson, non, je suis désolé, ça va pas ensemble, c'est pas associé. Je sais qu'il y en a qui le défendent encore, je comprends pas. Vous pouvez pas me dire que vous êtes... Franchement, ça vous réveille. Moi, je suis désolé. Je bois un café, la caféine, elle part dès que Stevenson il rentre sur le ring. Elle part, boum, il n'y a plus de caféine dans mon corps. Je lutte contre le sommeil. Non, c'est compliqué. Non, c'est vraiment compliqué. Je dois me mettre des patates. Ah non, c'est dur. Ensuite, tout de suite après, j'ai mis un petit avion. Ça a été un voyage pour moi. J'accompagne Hélène Mekaled, qui affrontait Chantal Cameron à Birmingham. Et je fais un cœur de boxeuse avec elle. Je suis tellement heureux d'avoir fait ça avec elle. C'est une combattante que j'ai longtemps suivie, avec qui j'ai beaucoup échangé, que j'affectionne tout particulièrement. C'est l'un de mes moments marquants de cette année, ce reportage avec elle, d'y avoir été, d'avoir vécu l'ambiance à Birmingham. C'était une soirée Frank Warren, c'était une petite soirée, tu vois. C'était vraiment une petite soirée Frank Warren. La salle n'était même pas remplie. L'ambiance, les gars. Mais l'ambiance. Mesdames, messieurs, quelle ambiance. Non, j'étais jaloux. Et on en reparlera un petit peu plus tard quand je parlerai de l'aspect youtubeur dans cette aventure. Mais en tout cas, niveau sportif, je me suis régalé. Une Française qui affronte l'une des meilleures combattantes pound for pound, c'était la régalade. Et elle a fait une presta, elle s'est donnée, elle nous a rendu fiers encore de notre drapeau. Voilà, ça fait partie des femmes et des hommes qui rendent fiers du drapeau français. Oui, LM nous rend fiers de notre drapeau français.
vraiment. J'étais très fier d'elle. Ensuite, on est en juillet, les gars. Depuis Shakur, on est en juillet. Shakur, Mekhaled et maintenant Derek Chisora, on est en juillet. Derek Chisora qui va infliger sa 3e défaite à Joe Joyce, une défaite au point, qui va l'envoyer au tapis. Très dur pour Joe Joyce, à son âge, on se demande comment il va rebondir. Il peut rebondir, franchement moi j'y crois, il peut rebondir, mais là c'est vrai que cette défaite contre Chisora, elle marque un coup, et donc Chisora a annoncé son dernier combat contre qui? Je ne sais plus contre qui il boxe, mais il a annoncé la dernière danse, et j'ai complètement oublié qui il affronte. C'est un nom en plus, hein. C'est pas Poulev, parce que c'était un combat qu'il avait fait juste avant. Je sais plus. Bref. Donc Chisora de Joe Joyce, ça fait partie de mes moments marquants de cette année. J'ai les boules pour Joe Joyce. Vraiment, je me suis pris d'attache. Alors déjà, pour que je me prenne d'attache pour un Anglais, faut le faire. Mais lui, je me suis pris d'attache pour lui et j'ai vraiment les boules pour Joe Joyce. Et là, c'est dur. Je me demande comment il va se remettre de ça. On est en août. En août, un moment qui m'a marqué. Isaac Cruz contre José Valenzuela. Je commence à avoir un peu de mal à parler à cause du froid. Il fait -2 là en ce moment à Lyon. Donc ça m'a marqué ce combat-là parce que je tenais à vous en parler. Pourquoi? Parce que je l'avais senti venir. J'avais dans les vidéos avant combat, Isaac Cruz, il avait pris comment dire, c'est devenu un peu le chouchou, je le vois bien, de la communauté, en tout cas sur Box Attitude, c'est devenu un peu un chouchou, à raison, moi je l'aime beaucoup, bien sûr on l'a tous aimé contre Gervonta Davis. Mais je sentais que José Valenzuela, c'était un profil qui pourrait vraiment lui poser des problèmes et que très certainement il perdrait ce combat-là. Et ça n'a pas manqué, il perd ce combat-là, il perd son titre. J'espère qu'il reviendra fort, reviendra. Il serait bien qu'il prenne une revanche contre lui, même si je ne sais pas vraiment ce qu'il peut proposer. En tout cas, ça fait partie des combats qui m'ont marqué cette année. Voilà. Content pour Valenzuela et en même temps déçu pour Isaac Cruz. Dans cette carte, on avait aussi Martin Bakole contre Jarrett Anderson. Je me suis régalé. Voilà, franchement, c'est l'un de mes grands moments de cette année. La performance de Bakole contre Anderson. Quel kiff, quel plaisir. Je passe un grand bonjour, un grand coucou à tous ceux qui m'écoutent depuis le Congo. Voilà, c'est complètement fou. J'ai regardé un peu les stats de la chaîne. Les 3 villes où il y a le plus d'audience, c'est Paris, Lyon, Marseille, Kinshasa, Abidjan. C'est exceptionnel, hein, franchement. Donc grand coucou à vous qui nous écoutez depuis le Congo. Je suis ravi pour Bakole. On fera peut-être une vidéo pour 2025, Bakole, qu'est-ce qu'il peut faire comme combat, qu'est-ce qui serait intéressant pour lui. Moi, depuis qu'il a battu Yoka, hein, et j'en ai encore mal, hein, dans mon petit cœur, hein, on va pas se mentir, mais je me suis pris quand même d'affection pour lui. Et je suis sa carrière et j'aime beaucoup analyser voilà, comment il peut continuer à performer chez les lourds et qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire. Et je suis très content de voir que dès que je parle des lourds, il revient dans les commentaires. C'est un petit plaisir pour moi. Il y avait aussi bien sûr Terence Crawford contre Israel Madrimov, c'était le main event, donc c'était le premier Riyadh Season aux États-Unis. Crawford qui monte de catégorie. Peut-être pourquoi pas une nouvelle unification, ça va être dur, c'est une catégorie qui est très relevée, c'est une catégorie qui est complètement folle. Déjà à l'époque, pour ceux qui ont suivi l'époque de Charlot, le titre valsait à droite à gauche. Peut-être un jour je ferai une vidéo travailler sur cette période, parce que c'est une période qui était tellement épique chez les super welter. On se régalait, les combats étaient fous, et Jermel Charlot, il s'est révélé comme étant le numéro 1 dans cette période-là. Et franchement, c'est tellement dommage que les frères Charlot, ils ont complètement disparu, parce que c'est là qu'ils auraient pu avoir leur grand combat et performer. Et ils ont fait n'importe quoi à la suite de ça. Mais là, chez les super welter, c'était une période folle. Bref, et j'ai l'impression de revivre un peu ça. Et en plus, avec Crawford qui arrive, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Donc pourquoi pas un Crawford de Charlot? Moi, c'est un combat qui peut se tenir, hein, l'année prochaine. Donc pourquoi pas pour Crawford de prendre Jermel Charlot, voilà. C'est pas sportivement le plus intéressant, mais il ne faut pas oublier que Crawford, tout ce qu'il a accompli, il faut aussi aujourd'hui qu'il ait des combats qui soient intéressants lucrativement pour lui, et il les mérite bien. Ensuite, toujours en août, on a eu Vergil Ortiz Jr. contre Serhii Bohachuk. C'est un combat exceptionnel, je vous invite à le voir. Je l'ai revu là il y a quelques jours, j'ai fait une insomnie, et donc je me pose et je me mets le combat. Tu vois, donc j'étais chez mes parents, comme ça, tu vois, donc je me fais un petit café, et je me mate le combat. Il est, je sais pas, il doit être 2 heures. Non, je dis de bêtises. J'avais mon train pour venir pour rejoindre mes parents. Donc, en attendant de partir de chez moi pour prendre mon train, donc il est 3 heures du mat, je me fais un café et je me mets ce combat-là. Mais quel combat, les gars. Et les rounds où
Boachuk, il envoie au tapis Ortiz. Ortiz, il se relève. Il lui envoie tout dans la tronche. C'est vraiment l'orgueil. L'orgueil du mec. C'est Canos qui arrive. Non, franchement, combat exceptionnel. Pour moi, c'est l'un des combats de l'année. Hein. Très clairement, c'est l'un des combats de l'année. Il est dingue, ce combat. Il est dingue. C'est palpitant. Tu te régales. Non, franchement, techniquement, c'est pas le plus ouf. Mais vous savez que Ortiz Jr., c'est un de mes boxeurs favoris. Personnellement, c'est un de mes chouchous. Il m'a régalé. Ensuite, toujours en août, Billy contre Derevenchenko. Franchement, c'est l'affiche avec un Français. Bon, même si aujourd'hui c'est un Canadien, donc j'ai mis le petit drapeau français. Je sais plus. Est-ce qu'il est Canadien, est-ce qu'il est Français, j'en sais rien. Je me l'approprie. Billy qui fait un combat contre Derevenchenko. Combat laborieux, difficile. Moi, je pensais que ce combat-là, il le perdrait. Voilà, je vous le dis, je pensais qu'il perdrait ce combat-là. Et malgré toutes les peines qu'il a eues, il a quand même fait une belle presta. Et donc, j'attends de lui un grand combat pour la suite. Et peut-être un titre, on verra bien. Mais voilà, ça fait partie des combats marquants. J'ai remis un petit avion parce que le prochain événement, toujours en août, fin août, c'est Julio César Lacruz contre Seydrakhimov. Donc combat professionnel à Cuba, à La Havane tout particulièrement. Donc une soirée où vous avez fait venir beaucoup d'Olympiens, donc qui avaient performé lors des JO de Paris et qui étaient là pour faire un combat professionnel à La Havane. C'était exceptionnel de vivre ça. J'ai rencontré Miguel Cotto et Roberto Duran. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, c'était incroyable. Donc voilà, c'était un stage avec Glory, mon partenaire. Donc si vous voulez partir à Cuba, vivre des choses exceptionnelles comme ça, pourquoi pas. Je ne sais pas s'il y aura d'autres combats quand vous irez, mais en tout cas, je sais qu'en ce moment, il y a des stages qui sont en cours. Donc n'hésitez pas à contacter Glory si vous voulez participer. C'était formidable. Franchement, ça sera l'un des plus grands souvenirs de ma vie. C'est pas possible. Comment tu veux que je fasse mieux? Genre, je suis à La Havane, je vais assister à une pesée. Quoi? Roberto Duran? Quoi? Miguel Cotto? C'est incroyable. Bref. Ensuite, on arrive en septembre. On a Naoya Inoue qui affronte Teji Doheny. Donc ce combat-là, je le vois, je suis encore à La Havane. Donc performance de Naoya Inoue. Bon, c'est vrai qu'il fait une année où il est hyper performant. Je peux pas le mettre boxeur de cette année parce qu'il y a eu des performances plus relevées quand même. Mais parce qu'en face, il n'a pas eu tant d'opposition que ça, Naoya. Mais c'est vrai qu'il fait, encore une fois, il confirme en faisant une grosse année. Donc il démolit Doheny, pardon. Voilà, il lui pète le dos carrément. Ensuite, toujours en septembre, on a Canelo Berlanga. Bon, pour moi, donc là je suis à Tokyo déjà. Je crois que je suis déjà parti à Tokyo à ce moment-là. Canelo Berlanga et j'ai mis en sous-carte Erislandy Lara contre Danny Garcia. Bon, c'était pas la carte de l'année, même s'ils se défendent un peu par rapport aux Saoudiens PBC. Mais pour moi, alors comme je vous dis, je ne vais pas cracher sur Canelo, c'était un combat qui n'était pas vraiment utile, qui même dessert un peu Canelo, un combat comme ça. Et puis en plus la carte, Lara Garcia, qu'est-ce que c'est que... Je me rappelle, je l'ai revu avec Robin. Robin, si tu passes par là, tu dois te rappeler, il était en fond, on mangeait des nouilles qui étaient délicieuses d'ailleurs, on se régalait bien, c'était un ramen qu'on mangeait, je sais plus, mais je me rappelle le lieu où on était, on se régalait bien et j'étais là, je regardais le combat d'un œil comme ça, je dis franchement Robin, le combat il est vraiment pas ouf, hein. Mais bon, écoute, c'est la nostalgie. Donc ensuite, ah oui, alors j'ai mis le petit voyage parce que là pour Dubois Joshua, je suis à Tokyo. Donc je regarde ça. À quelle heure j'ai dû me lever pour regarder ce combat? J'ai dû me lever tôt, alors que pour vous c'était des horaires normaux, c'était en Angleterre. Dubois Joshua, c'était en Angleterre. Et donc moi je me lève, je crois que je me lève à 4h du mat, ou 5h du mat pour regarder le combat. Et franchement c'est l'un des moments marquants. Dubois, quelle année il nous fait aussi. Il devient champion du monde en battant Joshua. Et comment il bat Joshua? Je me suis le rematé là il y a quelques jours. Là, il y a un jour ou deux, tu vois. Comme je te dis, là, je me suis refait plein de combats là, pendant mes petites vacances à Lyon. Bon, voilà, Dubois, impressionnant. Quelle année il nous fait, franchement. Là, lui doit passer des bonnes fêtes de famille là, en fin d'année. Franchement, ils se sont régalés. Donc, ouais, Dubois Joshua, impressionnant. L'une des perfs de l'année aussi. Quelqu'un qui l'a mis quand j'ai mis perf de l'année. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, perf de l'année Dubois. Ouais, très certainement, quand je ferai la vidéo sur combat de l'année, performance de l'année, je mettrai Dubois Joshua, parce que Dubois, c'est vrai qu'il fait une perf écrasante contre Joshua. J'ai noté, alors oui, l'un des moments quand même
sportivement qui m'a marqué, c'est donc l'UFC Paris avec Faresiam qui bat Matt Frevola. Alors pourquoi je l'ai mis là? Je l'ai mis là, alors ça vous paraît peut-être un peu étonnant, parce que j'ai pas tant traité de ça sur ma chaîne, j'en ai pas forcément parlé, mais j'ai fait une intervention chez TFS avec Samir. Et je me suis un peu lâché. Voilà, j'ai dit quelque chose que je pense très profondément. C'est que beaucoup de Français supportaient Matt Frevola, l'Américain, parce que ils étaient racistes. Et ils exprimaient du racisme envers Faresiam. Donc après avoir dit ça, beaucoup de gens m'ont attrapé par le col dans les commentaires en disant « Non, je sais, tu forces, t'abuses et tout ». Bon, déjà, je vous rappelle que je suis un homme, je suis un humain, j'ai aussi des valeurs en moi, et il y a des choses qui me peinent, qui me touchent. Je me retiens, j'en parle rarement, ça sort rarement, des fois ça sort, et je ne vais pas m'excuser d'avoir un cœur qui parfois a besoin de dire ce que je pense haut et fort. Et je vais vous dire quelque chose, les gars, j'en ai pas parlé au moment où c'est arrivé, j'ai reçu des messages privés après cette intervention chez TFS, et les messages que j'ai reçus en privé étaient ouvertement racistes. Ouvertement racistes. Voilà, donc ils sont venus me menacer en message privé, ces gens racistes, hein, voilà. Donc en fait, ces gens-là n'ont fait que confirmer les propos que j'ai tenus, tu vois. Si jamais en message privé, je n'avais reçu que de l'amour, en disant, je sais, non, tu ne dis pas ça, ce monde est beau, nous soutenons tous nos Français, peu importe leurs origines, tant qu'ils mettent le drapeau français haut. Non, j'ai reçu des messages ouvertement racistes qui m'ont critiqué parce que moi, bien sûr, à mon avis, ça les dérange qu'un blanc tienne ce genre de propos, qu'un Jean-Charles tienne ce genre de propos. Mais voilà, en tout cas, moi, je vais vous dire une chose, et même si ça vous déplaît, j'en suis très fier d'avoir tenu ces propos-là et d'avoir dit ce que je pensais. Voilà, j'en suis très très fier, surtout quand ça concerne ce genre de sujet. Et surtout quand je reçois ce genre de messages en privé après. Ça ne fait que gonfler ma fierté d'être français d'abord, et d'être représenté par quelqu'un comme Faresiam. Je vous le dis haut et fort. Et si ça vous emmerde, eh ben je vais continuer quand même. Continuons les gars. Alors j'ai noté, on est en octobre, et il y a Janibek Alim Kanouli qui affronte Andrei Mikhailovic. Alors, je crois pas que c'est son combat d'unification, je crois que c'est juste une défense de titre. Je l'ai quand même noté parce que je trouve que c'est l'un de nos combattants les plus sous-cotés, des techniciens les plus sous-cotés, qui est quand même dans une catégorie qui est magnifique, les poids moyens. Moi j'aime énormément cette catégorie, qui tombe complètement dans l'oubli, faute que les mecs s'affrontent pas. Donc, comme les Saoudiens, ils sont en train de miser un petit peu sur Hamza Sheeraz, je me dis pourquoi pas. Et ben grâce à Hamza Sheeraz, ça va redynamiser cette catégorie parce qu'enfin on va avoir des grands combats. Et puis Janibek, il était présent, là je me rematais quel combat, j'en ai tellement maté. Je crois que quand je regardais Parker Zhang, il était dans les tribunes. Donc ben moi j'espère, tu vois, j'en arrive à souhaiter que les Saoudiens intègrent certains combattants pour redynamiser la boxe. Mais clairement ils ont révolutionné la boxe, les Saoudiens. Clairement ils ont révolutionné la boxe, faut le dire. Donc c'est un petit cœur brisé, on va dire, pour Janibek. Non, peut-être pas ça. Comment je pourrais dire ? Voilà, je trouve qu'il est sous-coté et qu'en fait, on a tellement eu de grands moments de la boxe cette année qu'on en oublie de beaux champions comme lui. Voilà, je vais le dire comme ça. Je pense que vous me comprendrez. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous dites non, il n'a pas sa place dans la discussion des combattants marquants de l'année. Non, il en fait pas assez ou sa catelle n'est pas assez relevée. Franchement, je suis libre d'entendre ce que vous voulez, mais je trouve quand même qu'il manque de reconnaissance, ce mec-là. Ensuite, toujours dans le même mois d'octobre, on a Chris Eubank Jr. qui fait son retour contre Kamil Zeremeta. Et donc on est dans une soirée saoudienne. Alors, et ben d'ailleurs c'était en sous-carte de Beterbiev Bivol. Donc on y viendra. Belle carte aussi. Alors, je vais me permettre une petite aparté. Ouais, je savais que cette vidéo serait longue. Je vais me permettre une petite aparté du coup par rapport à Chris Eubank Jr. Vous savez que moi je l'aime bien. J'aime bien ce combattant. Il avait fait une belle année 2023. Et là en 2024, bon, il fait un combat de retour. Il y a eu tout ce truc avec Conor Bean. Le combat se fera pas. Je crois que c'est cette année où le combat devait avoir lieu et puis finalement l'autre il a fait le con. Je crois que c'est bien en 2024 qu'on aurait dû avoir le combat. Moi, Chris Eubank Jr., c'est un petit peu, vous savez, ce truc-là, les abdos de Chris Eubank Jr. que j'arrête pas de répéter, notamment sur Instagram. Alors, pour faire court, cette année, je suis pas très fier de moi, sportivement parlant. Moi, au niveau de mes challenges personnels. Autant l'année d'avant, je fais un marathon, même si, bon, je le fais pour le faire.
Au moins, je me dis, j'ai fait un marathon. Cette année, j'ai fait des stages, j'ai quand même, voilà, j'ai participé au stage, c'était cool, j'ai kiffé, tu vois. Mais j'ai pas eu de challenge cette année. Je me suis pas challengé, ça me manque. Donc, j'aurais aimé finir l'année avec le challenge des abdos de Chris Eubank Jr. L'année a été ce qu'elle a été. Je suis pas un vieux patapouf, les gars, hein. T'inquiète pas, les abdos, ils sont encore visibles, mais je me sens pas au top et je sais que je peux faire mieux, je peux faire beaucoup mieux. Donc j'ai besoin de me challenger l'année prochaine. Je pense que ça va être une course. On verra si je fais un semi-marathon, peut-être pas un marathon. Pourquoi pas un marathon en fin d'année? Je me laisse le temps, mais j'ai un gros challenge en tête. Je vous en parle maintenant, c'est une petite aparté. J'aimerais. Ça fait déjà un moment que je l'ai en tête. Hein. J'ai vu ça sur YouTube, je suis tombé dessus. C'est le semi-marathon du Mont Ventoux. Donc c'est un semi-marathon où tu fais que monter. Et tu arrives au sommet du Mont Ventoux, donc pour ceux qui suivent l'athlétisme, j'allais dire, le cyclisme, vous en avez sûrement entendu parler, c'est une étape majeure du Tour de France, c'est une étape mythique, et en fait tu le fais en courant. C'est une dinguerie, c'est complètement une dinguerie, et si je le fais, ça tombe en juillet, si je le fais, c'est pas juillet prochain, c'est juillet d'après. Donc je me dis j'ai 1 an et demi pour le préparer. Pourquoi pas? Voilà, je me dis j'ai 1 an et demi, mais il faudra vraiment bien que je me prépare. Donc là, je me tâte. On est début 2025. Ça serait pour mi-2026. Pourquoi pas? Voilà, il faut que je fasse une prépa de malade parce qu'à mon avis, ça va être hardcore comme course. Semi-marathon que tu montes, genre il n'y a jamais un moment où tu récupères, c'est que tu montes, dinguerie. Donc, pourquoi pas? Donc déjà, il y aura un challenge l'année prochaine, je pense une course, et l'année d'après, peut-être ça. Enfin, je vais y réfléchir. Mais j'aimerais bien. Donc, dans cette carte, il y avait aussi Sky Nicholson. Donc, j'ai mis la petite fleur parce que j'ai eu un petit coup de cœur pour cette combattante. Franchement, elle m'a régalé. Provocante et tout, tu vois. Vraiment, elle avait du style. Et elle affrontait Raven Chapman. Donc, et c'est la première femme qui était dans une carte en Arabie Saoudite. Donc une carte saoudienne et en Arabie Saoudite en plus. Voilà, première femme qui ont combattu et donc j'ai trouvé ça très stylé. Et bien sûr, on a Beterbiev Bivol. Combat de l'année. Voilà. Moi, pour moi, c'est le combat de l'année. Là, au moment où sortira cette vidéo, je vous aurais fait le post. Bah, c'était exceptionnel. Franchement, je l'ai revu là encore. C'est exceptionnel. Bravo Beterbiev. Hein. Franchement, bon, moi, je suis un pro Bivol et j'espère vraiment qu'il va gagner la revanche. J'y crois encore. Mais exceptionnel. Franchement, tout était beau. Tout était beau. Je veux dire, comment ne pas aimer la boxe quand tu vois ça? Et puis, les mecs, l'éthique des mecs. Franchement, c'est... En fait, on a vu un combat entre Sangoku et Vegeta. Voilà. Et Sangoku, c'était Beterbiev. Qu'est-ce que je te dis? Il était au-dessus. Rien à faire. Vegeta, il avait beau lutter et il n'arrivait pas. Donc non, franchement, je me suis régalé. Pour moi, c'est le combat de l'année. Vous savez que j'aime énormément Bivol. J'aime énormément Beterbiev aussi. Je le défends depuis longtemps. J'ai pris le train tard, contrairement à Bivol. Où ça fait longtemps que je vous en parle. Mais Beterbiev, il est exceptionnel. Exceptionnel, ce gars-là. Non, franchement, c'était un combat de... Voilà, j'aime la boxe quand je vois ça. Donc voilà, à part la première partie de l'année où vous voyez, j'ai été un petit peu sportivement, j'étais un peu déçu, mais après c'est que de la régalade. Alors j'ai mis, on est toujours en octobre, Tanaka contre Fumelela Kafu. Kosei Tanaka, donc qui perd très dur. Donc c'était lors des 2 soirées boxe qu'on avait à Tokyo. Donc c'était là au même endroit, on avait 2 réunions de boxe avec 7 combats pour un titre. Fabuleux, fantastique. On y reviendra un peu plus tard parce qu'il y avait Nakatani dans cette carte. Il faut que je vous parle de Nakatani. Et donc voilà, ça fait partie des... J'ai mis un cœur brisé parce que ça m'a fait mal pour Tanaka. Ça m'a fait mal pour Tanaka de le voir perdre ce combat-là. Mais bon, bravo pour Kafu qui a remporté du coup le combat et le titre. Hein, je crois qu'il y avait un titre en jeu. Ouais. Alors, j'ai mis, donc on est toujours en octobre, le KO qui m'a marqué cette année, c'est Murtazaliev qui éteint dessus. Donc voilà, Team Tsu, c'est une année très compliquée pour lui. Voilà, franchement, il faut qu'il prenne le temps de s'en remettre l'année prochaine. Mais alors, Murtazaliev, comment il lui a marché dessus. Oh non, franchement, c'était trop. Pareil, je me le suis rematé. Oh là 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 là, exceptionnel. Bon, et j'accélère parce que je suis en train de geler. On arrive à la fin de l'année, puis après, j'aimerais vous parler un peu de YouTube. On a ensuite, j'ai mis Topuria contre Holloway. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'ai regardé ce combat-là. Et donc, je me suis levé, j'ai regardé de l'UFC. Donc c'est du MMA, j'ai mis un petit point noir. En fait, je voulais faire une vidéo sur la boxe de Topuria. J'avais vraiment envie de la faire parce que beaucoup de personnes me chauffaient là-dessus. Et en plus, comment il gagne le combat, c'était intéressant à faire. Mais je ne l'ai pas faite. Voilà, je ne l'ai pas faite parce que, en fait, je ne me forcerai pas à faire du contenu MMA juste parce que c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui marche. Il faut vraiment que j'ai envie de le faire. Et là, pour le coup, j'ai regardé ce combat-là. En fait, j'étais tellement dans une période où la boxe me satisfaisait. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait plus de sujets MMA en début d'année parce qu'en fait, la boxe me contentait moins. Mais en fait, là, on arrive à un moment de l'année, en cette fin d'année, où je suis tellement rempli d'amour, rempli de passion, que
je sentais pas le besoin de rajouter des vidéos MMA. En fait, j'avais tellement de vidéos box à faire que je me régalais déjà, tu vois. Donc même si vraiment j'en ressentais l'envie, j'en ressentais l'intérêt et j'étais en train de réfléchir à la faire, bah au final, j'ai pas pris la caméra pour la tourner parce que tout simplement, j'en ressentais pas le besoin plus que ça. Voilà. Et en fait, c'est juste pour vous expliquer un peu comment je fonctionne. Encore une fois, là, je rentre un peu dans l'aspect YouTube, mais il y a quand même l'aspect sportif aussi qui me porte. D'abord, il y a cet aspect-là sportif qui va me porter. Donc, j'ai regardé ça, j'ai bien aimé, mais j'ai pas senti le besoin de forcément le traiter avec vous. Donc, j'ai mis ça de côté. Alors, ah ouais, donc là on arrive en novembre, on a Gabriela Fundora, donc la sœur de Fundora dont on parlait tout à l'heure, qui a battu Céleste Alaniz, pardon, donc elle est devenue la plus jeune boxeuse à réunir toutes les ceintures dans une catégorie. C'est très impressionnant, et puis la presta qu'elle fait, incroyable. Franchement, je la découvrais, elle m'a impressionné. Et puis alors là, on a eu l'un des combats de l'année, Katie Taylor contre Amanda Serrano. Voilà, franchement, les femmes là, qu'est-ce qu'elles nous ont régalé, toujours à la hauteur. Alors ça fait partie d'un événement, j'en parlerai un peu plus tard, mais bon, au moins ça a mis de la visibilité sur elles, et beaucoup de personnes ont dit ok, là, ces dames-là, elles sont épatantes. Donc ouais, gros combat. Franchement, elles nous ont fait une guerre comme elles savent nous le faire. Je vous répète, sur Netflix, vous avez un reportage sur Katie Taylor, je vous invite vraiment à le voir, très intéressant. Allez, j'enchaîne. J'ai mis le petit drapeau français. Ah, c'est rare qu'il y en ait, donc il faut le signaler. Emmanuel Nava... David Papo contre Josh Wagner. Très belle soirée en France, il faut le dire. Donc voilà, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, dans d'autres podcasts. Je le répète ici dans le bilan de l'année. C'est c'est la soirée française qui avait le meilleur niveau mondial. Avec cette tête d'affiche où on avait 2 top 30 en la présence de Papo et de Wagner. 2 top 30 qui s'affrontent en France. Donc voilà. C'est super, Papo ça l'a fait passer top 10 mondial. Ouais, c'est ça, top 10 mondial, c'est fou. Top 10 ou top 15, mais bref, c'est quelque chose, tu vois. Donc ça vous dit le niveau de ce combat-là. Et malheureusement, aucune grosse chaîne pour le diffuser. Je comprends pas. Pourquoi ? Non, vraiment, la boxe en France va très très mal. Vas-y, je vais même pas m'attarder là-dessus. Donc, franchement, David Papo, félicitations. Franchement, j'espère qu'on aura l'occasion de faire, pourquoi pas, une petite interview de lui l'année prochaine. C'est l'un de nos Français les mieux classés. Donc voilà. En tout cas, tous les Français que j'ai cités là, l'année prochaine, je vais essayer de les inviter à faire une petite interview avec moi. Je suis gelé. On est en décembre. En décembre, on a Navarrete contre Oscar Valdez 2. Et dans la même carte, on avait Espinoza Ramirez 2. Ramirez, l'un de mes chouchous actuel, je trouve que c'est un des boxeurs les plus techniques qu'on puisse voir de notre époque moderne. Je le passe dans mon top 5 des plus grands techniciens de l'heure actuelle, et malheureusement il perd le combat revanche comme il avait perdu le premier combat. Et Oscar Valdez, pareil, il perd à nouveau contre Navarrete. Les deux donc Navarrete et Espinoza font 2 grosses performances, même si Ramirez il était bien dans son combat, franchement il avait fait les ajustements, mais bon voilà, tous les deux arrêtent leur adversaire respectif, très impressionnant. Toujours au mois de décembre, on a encore un petit drapeau français, je suis très fier de vous le dire. On a Leonardo Mosquera qui a battu Chavon Clark. Gros combat, je vous invite à le voir, il est sur DAZN en replay. Et il devient champion d'Europe des lourds légers. Peut-être la révolte la révolte française, peut-être la relève de Arsène Goulamirian. Ouais, pourquoi pas. Donc, et puis bien sûr, on a eu le même week-end, Bruno Suras. Mais qu'est-ce que je me suis régalé ce week-end-là. J'étais tellement heureux. Bruno Suras qui a battu Jem Munguia. C'est exceptionnel. On aura l'occasion de reparler, les gars. L'une des performances de l'année et très certainement la surprise de l'année. Moi, je vois pas qui peut lui retirer ce titre-là à Bruno Suras, qui est un Munguia. Ce KO qui a fait le tour du monde, c'est fantastique. Ensuite, ah oui, j'ai noté, donc c'était le 20 décembre. En fait, vous allez voir, j'ai noté, donc petit point noir, c'est MMA. Saladin Parnasse contre Wilson Varela. Je voulais vraiment en faire un sujet, parce que je trouvais l'affiche très intéressante, franco-française. Je dis voilà, c'est ce genre d'affiches qui font du bien au sport, ça va faire du bien au MMA en France, c'est génial. Donc je voulais en parler, finalement je ne l'ai pas faite, parce que. Donc j'ai fait une vidéo sur Saladin Parnasse cette année, Saladin Parnasse qui dit qu'il veut faire de l'anglaise, il l'a confirmé après ce combat-là. Donc j'avais fait une vidéo sur lui. J'ai fait 1 ou 2 vidéos sur lui. Donc voilà, je voulais aussi en parler, vu que j'en avais déjà parlé précédemment dans l'année. Mais finalement, encore une fois,
ça s'y est pas prêté cette fin d'année. J'avais tellement d'autres choses à faire enfin d'autres choses boxe à faire, parce que j'ai des choses à faire bien sûr, mais j'avais tellement d'autres choses boxe à faire que je me suis pas, j'ai pas pris le temps, j'ai pas pris le temps de faire une vidéo là-dessus, mais j'ai regardé le combat et j'ai apprécié, et j'étais devant ma télé en direct et voilà. Donc c'était vraiment très cool. Donc je vous le signale ici parce que ça fait partie des événements sportifs de l'année qui m'ont marqué, même si j'ai pas eu l'opportunité de le partager avec vous. Il y a deux événements il faut qu'on revienne dessus. Ces deux événements qui ont fait le plus d'audience, l'un à l'international, l'autre en France, et pourtant qui dérangent. Le premier, plus d'audience dans le monde, c'est Paul Tyson. Voilà, ça a fait des chiffres records, ça a cassé Netflix. Et Datafight en France, qui a fait des audiences records. La question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce que ça veut dire de la boxe en fait? Qu'est-ce que ça veut dire de la boxe? Qu'est-ce que ça veut dire de l'audience boxe? Comment attirer un nouveau public? Comment faire de l'audience avec la boxe? En même temps, on est dans une année où tout nous réussit parce qu'on a des événements sportifs exceptionnels, notamment grâce aux Saoudiens, mais pas que. Top Rank a continué à être très actif, PBC a continué à être très actif dans le monde, Matchroom en Angleterre, Frank Warren, donc Queensberry Promotion en Angleterre, voilà, continue à avoir des gros événements à travers le monde, mais c'est vrai que d'avoir ça qui casse les records et qui sont des événements box, voilà, parce que ça te plaise ou non, c'est le cas, ça quand même, ça questionne, et j'ai essayé de répondre à ces questionnements à travers des vidéos, mais c'est compliqué parce qu'on est toujours tiraillé entre plein d'émotions qui prennent le dessus sur notre raison. Mais voilà, je tiens à le dire là parce que quand on fait le bilan de cette année, il faut constater que les sujets de ma chaîne qui ont le plus cartonné, c'est ça, voilà. Et ça pose beaucoup de questions, et c'est une réalité, et on peut pas l'ignorer. On peut pas faire la sourde oreille, c'est pas possible. C'est pas possible de faire la sourde oreille devant ça. Donc voilà. Et bien sûr, je dois parler, avant de passer un petit peu au gros moment, au gros nom de l'année, la controverse sur Iman Khelif, la boxeuse algérienne. Ça a fait beaucoup de polémique, ça a parlé en mal de la boxe, ça n'a pas servi notre sport, ça a complètement écrasé toutes les autres performances des boxeurs pendant les JO, et ça c'est quand même assez triste, parce que au final on se souviendra de qui de ces JO? Qui sait quel nom est ressorti? Pour moi, la polémique sur d'Iman Khelif, elle a tellement pris le dessus, ça a tellement été surmédiatisé. Alors moi, j'en ai parlé le moins possible, quasiment pas, en vrai, j'en ai quasiment pas parlé. Je crois qu'à un moment donné, en fin d'une longue vidéo, j'en parle. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas un seul sujet sur ma chaîne qui est dédié uniquement à Iman. Et pour moi, je dois vous le dire, ça a gâché un peu les JO, tout ça. Cette médiatisation excessive, ces polémiques de merde, ça, pour moi, ça a gâché un petit peu les JO. Et au final, on ne retiendra pas vraiment de nom de cette Olympiade. Et c'est dommage. Ensuite, alors là, on y va sur un petit peu les grands titres de l'année, les grandes récompenses. J'ai mis une tête de mort devant Errol Spence Jr., porté disparu. Qu'est-ce qui se passe? Où t'es? Quoi? On passe de l'événement de l'année 2023, le grand combat tout tant attendu, à plus rien, zéro, plus de nouvelles. Franchement, c'est le grand point d'interrogation. Reviendra-t-il un jour? C'est très très étonnant. La couronne, je la mets à Alexander Usyk. Voilà, pour moi c'est le boxeur de l'année, ce qu'il fait. La confirmation contre... Mais d'ailleurs j'ai zappé, je l'ai même pas mis dans ma liste, Fury Usyk 2. Mais bien sûr, Fury Usyk 2, mais je l'ai vu et revu là en fin d'année. Je l'ai vu 3-4 fois. La dernière fois que je l'ai vu, là, je me suis posé avec mon père, on l'a regardé ensemble. Donc voilà, non, franchement, Alexander Usyk, je pense pas qu'on puisse mettre à quelqu'un d'autre le boxeur de l'année. Mais il y a quand même des médailles. Je mets une médaille à Junto Nakatani, parce que cette année, il monte de catégorie. Il remporte une nouvelle ceinture, il fait 3 combats, 3 victoires par KO, et donc sur ces 3 combats, il y a 2 défenses de titre. Il y a une prise de titre et 2 défenses de titre. C'est exceptionnel. Donc franchement, il pourrait prétendre au boxeur de l'année, très clairement. Gilberto Zurdo Ramirez, donc il arrive dans une nouvelle KT l'année dernière, l'année d'avant. Cette année, il prend le titre et il fait une unification. Donc il prend un titre et il va chercher un autre champion à qui il prend un titre. Donc il se retrouve avec 2 titres à la fin de l'année. Clairement, on peut dire l'un des combattants de cette année. Je mets aussi Kenshiro Teraji, qui fait une défense de titre, qui monte de catégorie et qui prend un titre contre Rosales. Donc lui aussi, clairement, on peut dire l'un des combattants de l'année, parce que c'est exceptionnel. Diao Petaya, qui récupère son titre. Alors voilà, il lui avait été pendant un petit temps retiré parce qu'il n'avait pas affronté un challenger légitime, etc. Donc aujourd'hui, c'est 2 victoires, une remportée par KO. Donc oui, c'est aussi une belle année. Donc je lui mets
Lui, je lui mets une médaille d'argent, tu vois, j'ai mis une petite médaille d'argent parce que c'est pas non plus exceptionnel, mais j'ai bien aimé ce combattant cette année. C'est vraiment un combattant que j'ai beaucoup aimé. On y arrive, je suis gelé, je tremble de tout mon corps, mais on y arrive à quelque chose qui est important pour moi. Il faut que je vous parle de moi sur YouTube. C'est très très important que je vous en parle, que je vous partage des réflexions. Je vais vous dire des choses qui sont perso, mais j'ai besoin de vous en parler. Donc moi sur YouTube cette année, en début d'année, je vous annonce le projet de ma vie avec Abdel. J'aurais dû faire un cœur de boxeur au Japon, suivre Abdel pendant environ 2 semaines. Donc je serais parti, j'aurais fait je crois la semaine avant son combat et puis je repartais quelques jours après le combat. Donc je l'aurais suivi pendant plusieurs jours, je vous aurais montré son quotidien au Japon, son train de vie, etc. Et Abdel, 2 semaines avant que je prenne l'avion, je crois, il se blesse, il m'annonce, il me dit tout est annulé, je viens pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je décale les billets et donc je fais un voyage au Japon en fin d'année où je fais des interviews de combattants. J'ai fait un cœur de boxeur avec un japonais, je filme un combattant pendant qu'il s'entraîne, donc pour vous montrer un peu la routine d'un japonais. Tout ça va sortir courant janvier, février, mars, peut-être ça va être étalé sur 3 mois parce qu'il y a beaucoup de contenu, mais ça sortira. Et notamment, j'interview 2 combattants qui seront dans la carte, enfin on va le dire comme ça, il y a 2 combattants dans la carte de Inoue Goodman que j'ai interviewé. C'est extraordinaire, franchement c'est extraordinaire. J'interviewe un promoteur de boxe, une interview qui est exceptionnelle. Non franchement c'était vraiment génial, je me suis régalé. Merci à vous pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Sans vous je n'aurais pas pu le faire. Vous m'avez permis de financer ce projet parce que voilà, je vous dis c'est très compliqué pour moi de trouver des sponsors, des partenaires. Aujourd'hui il y a Glory qui me soutient énormément. Et j'ai pu faire le cœur de boxeuse grâce à le sponsor Matmut qui m'a financé le déplacement, qui m'a payé pour le déplacement. Donc voilà, et ça franchement j'en suis très content. Donc c'est très difficile pour moi. Voilà, sinon c'est que de l'autofinancement et là sans vous j'aurais pas pu le faire et j'ai fait le projet de ma vie. Donc merci à vous. Donc voilà, donc je vous l'annonce en début d'année et ça s'est fait finalement en fin d'année. Les formats décryptons la boxe, je voulais décryptons sa boxe en parlant des combattants de MMA. Je vous en ai parlé un petit peu en début de vidéo et j'en arrive à la conclusion que je vais continuer à en faire, mais pas autant que cette année. Voilà, j'ai besoin d'en faire moins, j'ai besoin d'en faire à ma dose. Mais je trouve que c'est un truc intéressant, parce que vous voyez, j'ai fait Poirier, Ngannou, O'Malley, entre autres, donc ça fait quand même beaucoup, tu vois. Les vidéos que j'ai aimé faire cette année, et vous allez voir que les vidéos que j'ai aimé faire cette année, les chiffres ne m'ont pas suivi. La vidéo sur Salvador Sanchez, ça fait longtemps que je voulais vous la faire. C'est pareil, c'est un boxeur que j'ai découvert tard, et je suis tombé en amour devant sa boxe et je voulais vous faire une vidéo sur lui. J'ai été très heureux de faire cette vidéo, c'est la vidéo la plus travaillée de mon année en termes d'écriture, en termes de recherche, etc. Et elle a fait 5300 vues. C'est un échec total, c'est un échec cuisant. Autant l'année d'avant, je vous avais dit que voilà, ma vidéo la plus travaillée, c'était la vidéo qui avait le plus marché de mon année, c'était sur Pernell Whitaker. Donc j'étais tellement heureux parce que le travail est récompensé. Là, c'est un échec total. Et tu te dis, ma merde. Et comme je vous le disais, ce qui a le plus marché dans mon année, c'est Tyson Paul. C'est ça qui fait de l'audience, c'est ça qui me fait gagner ma vie. Après, il y a des gens qui me critiquent de faire ça, mais personne n'a regardé la vidéo sur Salvador Sanchez. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez injuste de venir me cracher à la gueule, alors que le taf, il est fait. Mais que personne ne m'a soutenu dans ces moments-là. Après, j'en veux pas, parce que c'est comme ça. Tu sais pas ce qui va marcher sur YouTube. Mais c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, mais je reste sur la satisfaction de l'avoir faite. C'est l'une de mes vidéos préférées de cette année, et au moins, elle aura le mérite d'exister, cette vidéo. Donc ça s'appelle ce boxeur mort champion du monde. Ensuite, le cœur de boxeuse. Franchement, mais quel bonheur d'avoir fait ça. Et c'est 4200 vues. C'est rien du tout, 4200 vues. C'est-à-dire que j'accompagne une boxeuse française. Je fais un reportage sur elle. Elle affronte l'une des meilleures combattantes du monde, pound for pound. Et les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Et en fait, mettez-vous à votre place. Là, c'est le créateur qui parle. Mais ça me fait halluciner en fait. Je me dis mais quel intérêt. Et vous allez voir, vous allez voir à la conclusion de cette vidéo où ça m'a fait venir. Et ça m'a fait venir à un état mental que je regrette aujourd'hui. Mais il faut comprendre dans quel contexte je travaille. Quand tu fais ça, que ça c'est des heures de travail. Tu pars en voyage, tu laisses ta famille, tu pars, tu accompagnes les combattants, tu te donnes. Et le résultat, c'est que ça me fait pas gagner un sou. Vraiment. Ça, quand tu vois les heures de travail pour ces vues, ça fait pas gagner un sou. Par rapport au taf, je te dis. Donc bon, le cœur de combattant, 4900 vues avec Mike Grogoué. Donc là, je l'accompagne à... Mince, j'ai oublié le nom. Mince, une petite ville dans le sud. Enfin, c'était nord pour moi parce que moi, je suis de Marseille, mais... Ah, c'était super en plus. J'ai beaucoup aimé. J'ai complètement mangé.
C'était à Orange, c'était les arènes d'Orange, je crois. Je crois que c'était à Orange. Donc voilà, pas très loin de Marseille. Et j'ai bien apprécié, pareil, c'était un gala de MMA. Donc j'ai fait 2 galas de MMA cette année. Moi j'ai bien apprécié, un peu Mike qui gagne par KO. Donc je suis très très heureux, je fais ce reportage, il est sur ma chaîne. Donc voilà. Alors là, pour le coup, j'avais pas trop d'attente en termes de chiffres. Donc c'est grâce à mon partenaire Farad que j'ai pu faire ce déplacement. Donc je le remercie aussi, hein, voilà, sans lui j'aurais pas pu le faire. Et donc j'avais pas trop d'attente en termes de chiffres, mais je me dis pourquoi pas. Si à l'avenir j'ai envie de faire un peu plus de... Enfin, je fais une pause parce que j'ai besoin de me moucher, j'ai le nez qui pique. Je reviens tout de suite. Me revoilà, ça marche, ouais, c'est bon, ça marche, le petit doute. Du coup, je disais, pas trop d'attente en termes de chiffres, mais l'idée c'est que, imaginons derrière, j'ai envie de faire cœur de combattant avec un combattant de Muay Thai, cœur de combattant avec un lutteur, cœur de combattant avec un judoka. Franchement, ça pourrait être fantastique de faire ça, donc je me ferme pas la porte à ce genre de vidéo. Pourquoi pas, je sais pas, une fois par an, tu vois, une fois par an, faire une petite entorse comme ça à cœur de boxeur pour un cœur de combattant. Moi, en termes de... En tant que créateur, ça me stimule énormément de faire ce genre de choses. Et puis moi, ça me fait... tu sais, je retrouve un peu la découverte des premières fois comme j'avais avec la boxe, tu vois. Donc je trouve ça génial. Le vlog à Cuba, bien sûr, le premier épisode où je vous montre Cotto et Duran dedans, que je rencontre et avec qui on fait des photos en mode fanboy. Hein, voilà, oui, on était des gosses. Voilà, très clairement, on était des gosses devant Mickey et Minnie à Disneyland. Oui, c'est vrai. La ref est un peu... enfantine, mais on était des gosses. Mais ce vlog, je l'aime beaucoup. Je pense que de temps en temps, c'est un truc que je pourrais revoir, juste pour mettre un peu des étoiles dans les yeux. Donc merci encore à Glory. Hein. Comme je lui disais, t'as rendu ordinaire des choses extraordinaires. Donc franchement, Glory aller à Cuba, vivre cette expérience, m'entraîner à Cuba. J'ai tellement de gratitude envers lui, donc merci à lui, franchement c'est fou. Donc pareil, ça fait 4200 vues. Donc pareil, dites-vous, moi en tant que créateur contenu box, je fais un vlog où dedans apparaît Duran et Cotto. et ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on est 200 000 abonnés, 4000 vues. Donc franchement, pensez-vous bien que moi cette année en tant que créateur, je me remets beaucoup en question. Je me dis mais attends, c'est quand même une dinguerie. Il y a un truc qui va plus, tu vois. Donc voilà, c'était vraiment, je vous partage tout, hein. Très personnellement, voilà, je mets le cœur sur la table, tu vois. Alors, je continue, pardon, j'ai perdu le fil. Ensuite, alors un truc que j'ai beaucoup aimé faire, donc là, c'est des trucs que j'ai aimé, hein, même si j'ai un peu cette amertume que ça fonctionne pas, c'est des choses que j'ai aimé faire et ça existe, je les ai faites, et ne serait-ce que de les avoir faites, c'est exceptionnel et Dieu merci de m'avoir donné ça. Juste après, professionnellement, je me pose des questions. Mais d'avoir vécu ça, mais merci du fond du cœur à vous, parce que sans vous, j'aurais pas fait tout ça, à ma passion pour la boxe et aux personnes qui m'ont permis de le faire. Voilà, les personnes qui m'ont accompagné, les personnes qui étaient là, qui étaient présentes avec moi. Mais moi, j'ai une gratitude éternelle et envers, bien sûr, Dieu, sans qui tout ça n'est pas possible. Voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont pas croyants, des fois, ça les irrite un peu, mais moi, j'ai besoin de le dire. Voilà. Je suis aussi croyant, j'ai la foi et donc j'ai besoin de le dire. Ce que j'ai aimé faire aussi, c'est les émissions en direct avec la Justice League. Alors bien sûr, vous avez vu, les intervenants changent, parfois il y en a un qui peut pas, des fois il y en a un qui peut, donc ça change, mais j'adore faire ça. Je me régale à faire ça. C'est un plaisir pour moi d'avoir des intervenants. Alors parfois mes intervenants se font un peu critiquer, certains disent ouais mais ils sont pas assez pertinents, ils sont pas assez ci, ils sont pas assez ça, ils sont trop ci, ils sont trop ça. On s'en fout, on échange, on discute boxe, on rigole, on se chamaille, on n'est pas d'accord. C'est ça les épisodes Justice League. C'est on se réunit et on kiffe, on parle boxe. Et le dernier là, avant Fury Usyk 2, mais quel bonheur, avec le roulement d'équipe. Alors je sais que pour certains c'était un peu long, ça fait beaucoup, mais nous on s'est régalé et on le fait avant tout pour nous. Alors tu vois ça, j'ai même pas mis les chiffres d'audience parce que je m'en fous. Les directs Justice League, ça c'est quelque chose qui va continuer parce que ça demande rien, tu vois, franchement ça demande rien, c'est juste on se réunit, on fait un live, il faut juste trouver le temps. Mais en vrai, c'est génial à faire, donc je m'en fous. C'est pas comme les autres où c'est un investissement personnel, c'est un investissement en termes de matériel, etc. Tu vois, ça demande du montage vidéo. Là, c'est juste, on lance un live, on kiffe, vous êtes là, vous n'êtes pas là, vous regarderez en replay, vous mettrez des commentaires, vous mettez des commentaires pendant qu'on est en live. C'est génial, je me régale et je remercie toutes les personnes qui sont passées sur les lives et qui passeront encore parce que c'est vous qui faites aussi que je passe un bon moment, donc merci à vous. Même si le dernier j'étais complètement cuit à la fin, je sais pas si vous le remarquez, j'en peux plus en fait, mais
Quand j'ai coupé le live, j'étais heureux de l'avoir fait, vraiment. Voilà, maintenant, un autre truc que j'ai lancé en fin d'année, c'est YouTube l'envers du décor. Alors, pourquoi j'ai lancé ça? J'ai lancé ça parce que c'est une année où je me suis beaucoup remis en question dans mon travail. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où ça va. Et donc, j'avais besoin de faire ces vidéos-là, YouTube l'envers du décor, pour partager avec vous, partager avec d'autres créateurs ce que je ressentais, ce que je vivais et comment je conceptionnais un petit peu ma vie de YouTubeur. J'ai beaucoup aimé faire ça. Et en plus, maintenant, je vais faire l'envers du décor avec des créateurs de contenu. Donc, il y en a déjà eu un qui est sorti, il y en a un autre qui va sortir très prochainement, et j'espère qu'il y en aura d'autres. J'inviterai des créateurs pour partager avec nous leur vision de ce métier qu'est YouTube, et leur haut et leur bas, et tout ça. C'est carte blanche, hein, donc il n'y a pas de le fil directeur, c'est juste l'envers du décor. Donc moi, je les questionne. Donc moi, j'ai beaucoup aimé faire ça, et ça m'a ouvert un petit peu sur me re-questionner sur moi, mon métier en tant que créateur. En cette fin d'année, je vais vous dire un truc qui peut-être va vous paraître bizarre. J'aime plus les vidéos que je fais. Alors c'est fort comme phrase, je sais que c'est fort. C'est peut-être pas totalement vrai, mais j'ai besoin de l'exprimer comme ça pour vous expliquer ce que je ressens. La forme, c'est du fast cam. Du fast cam, boum boum, je parle. Le fond, c'est toujours ma passion. Donc ça, j'en suis très content. Le fond, c'est ma passion, je suis porté par quelque chose. Quand j'allume ma caméra, j'ai envie de vous parler de quelque chose. Mais ce format-là, ce format-là, face caméra, où on réagit un peu aux actus, tout ça, mais ça me plaît pas tant que ça. Ça me plaît pas tant que ça, d'être toujours dans la surenchère, dans la surréaction. Je suis revenu à un truc qui m'avait saoulé à une époque, et je le regrette. Et en même temps, c'est aussi quelque chose que je voulais, parce que je regardais d'autres créateurs de contenu qui le font, et je me dis, mais c'est quand même bien de pouvoir faire ça. Tu sais, là, tu fais un face cam, tu partages ta passion, c'est génial, tu vois. C'est aussi ça, c'est ce naturel-là qu'on aime. Donc je suis tiraillé entre un truc de « mais tu voulais ça, tu voulais arriver à un point où tu peux faire ça, ça fait suffisamment d'audience, tu gagnes ta vie comme ça. » Parce que je vois surtout des créateurs de contenu par exemple foot, tu vois, qui vont juste faire un face cam, boum boum boum, réagir et sortir beaucoup de vidéos. Mais en même temps, cette surconsommation de vidéos, cette surconsommation d'informations que tu traites, que tu pré-mâches, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ce que tu aimes? Donc non, j'aime pas ça. En même temps, c'est aussi beau de pouvoir partager ça, d'avoir cette facilité. Ah bon, il se passe quelque chose, je le partage avec vous, d'échanger avec vous. Comme je l'ai fait là récemment avec les débats autour de Mohamed Ali. Est-ce que Mohamed Ali, on peut y toucher? Est-ce que sa place, elle est indiscutable? C'était sympa de faire ça. Et en même temps, c'est trop, c'est tout le temps, c'est trop. Donc, oui, j'en arrive à un point où je n'aime plus mes vidéos. Et c'est bizarre à dire, parce que j'adore faire ce que je fais. Et je ne me vois pas ne pas faire ça. Je ne vois pas arrêter ma chaîne YouTube. Je ne vois pas ne plus partager ma passion. C'est génial, même si demain, il y a 4 personnes. Parce que regarde, aujourd'hui, on a passé les 200 000 abonnés. Mais quand je regarde mes stats, tout est en baisse. Tout. Le gain d'abonnés par année, la visibilité par année, l'argent par année, tout est en baisse. Donc aujourd'hui, il faut que je passe à autre chose. Aujourd'hui, il y a une page qui se tourne. Je vous le dis, en cette année 2025, il y a une page qui se tourne. Il y aura très certainement beaucoup moins de vidéos sur la chaîne. Alors, ça ne va pas arriver là, maintenant. En début d'année, ça y est, 2025, tout change. Mais vous verrez un changement au cours de l'année, c'est sûr et certain. Et ne serait-ce que parce que moi, cette année 2025, ça va faire 10 ans que je fais YouTube. 10 ans. Et j'ai aussi besoin d'autre chose. J'ai besoin... alors, je ne sais pas si tout ce que je te dis là, c'est pas aussi remué parce que j'ai eu une année dans ma vie personnelle qui était spéciale. Parce que je vais avoir mon anniversaire qui arrive, que je vais avoir 36 ans, que je me pose des questions, je sais pas, mais j'ai envie de m'éveiller à d'autres choses. J'ai envie, sur un plan personnel, de développer d'autres choses, de me retrouver personnellement, avec ma famille, de remettre ça en avant. J'ai envie professionnellement de faire des nouvelles choses. J'ai envie de spirituellement aussi de m'élever, de m'enrichir, de me cultiver davantage. Tu vois, là, pendant que j'étais en vacances, j'ai énormément lu de livres. En ce moment, là, je suis en train de lire Les Misérables de Victor Hugo, que j'ai piqué à mon grand-père. et donc, j'ai envie de ça. Et aujourd'hui, YouTube, le contenu YouTube, les réseaux sociaux, moi, les réseaux sociaux, ça m'a toujours fatigué. Et donc, vous avez dû voir que j'ai un peu disparu de tout ce qui était Instagram. En ce moment, j'aime bien Twitter, parce que Twitter, boum, je balance un tweet, je m'en vais. Mais c'est pas impossible que d'ici quelques temps, je disparaisse de ces réseaux sociaux. Mais pas de YouTube. Parce que j'aime profondément être youtubeur. C'est une régalade pour moi. Donc je disparaîtrai pas, mais je vais changer mon format. Il faut que je me retrouve dans quelque chose qui me correspond plus par rapport à l'homme que je suis aujourd'hui. Et pour ça, tu vois, par exemple là, j'étais en vacances dans ma famille. J'ai beaucoup laissé mon téléphone. J'étais moins sur le côté repartager, chercher des informations. Tu vois, Instagram, parce que moi, Instagram, Twitter, c'est que de la boxe. Chercher des trucs. J'ai posé mon téléphone.
J'ai ouvert des livres. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou, tu vois. Et j'ai juste regardé des combats de boxe sur YouTube. C'était agréable. Tu vois, je me suis posé, j'ai regardé des combats de boxe, j'ai retrouvé ce plaisir premier. Tu sais, moi, j'ai jamais pris TikTok. Ça n'a jamais marché pour moi. TikTok, parce qu'il n'y a pas le truc. J'ai besoin de ça. Donc, je dis pas qu'il y aura plus de face cam. Mais j'aimerais me retrouver un peu plus de vidéos montées, travaillées, avec des illustrations, comme je faisais à une certaine époque. Mais ça demande du temps de faire ça. Et ça rapporte pas tant d'argent. Donc, il va y avoir des changements dans ma vie perso, professionnelle, spirituelle, très certainement. Peut-être que vous allez voir des différences, tu vois. J'ai envie, quand je te dis spirituel, tu me dis, j'y sais, mais qu'est-ce que ça a à voir? Bah, par exemple, moi, je vais te dire concrètement qu'est-ce que ça représente. Parce que professionnellement, tu peux voir. Personnellement, tu peux voir ce que ça peut représenter par rapport à ma vie sur YouTube. Là, c'est le créateur qui te parle. Hein. Bah, par exemple, quand je te dis spirituel, j'ai envie de partager beaucoup plus de bienveillance dans mes vidéos. D'apporter quelque chose à celui qui m'écoute. Tu vois, pas être juste dans de la réact, de l'émotion, balancer de l'information, vomir de l'information. Tu vois, j'ai mâché de l'info, je te la vomis à la gueule. C'est moche comme image, mais c'est réel. De la surconsommation. J'ai besoin de... Et je pense que quand je te dis, voilà, d'aller plus vers une éveil spirituel, je pense que ça va m'aider aussi à ça. À faire du tri dans ce que je vous renvoie comme vidéo. Quel sujet je vais traiter avec vous. Voilà dans quelle réflexion je finis cette année, parce que oui, quand je te tourne la vidéo, il reste quelques heures avant qu'elle sorte. Voilà, on est le 31. Donc ce soir, je vais encore profiter de ma famille, je vais être en famille, je vais profiter, je vais encore bien manger. Et puis, on va retourner à Marseille. On va reprendre les entraînements de sport. Là, ça fait à peu près 1 mois et demi que je suis en mode prépa, que j'ai un programme d'entraînement, que je suis bien. J'ai des objectifs sportifs, j'ai des objectifs aussi professionnels, j'ai des objectifs personnels au niveau de ma vie privée. Donc, je pars avec une énergie renouvelée. J'ai eu besoin de passer par plein de choses, par des très bas, et pour pouvoir repartir. Je ne te dis pas que tout est réglé, mais voilà dans quel état je suis en cette fin d'année 2024 pour commencer cette année. Et voilà dans quel état je suis pour commencer cette année 2025. Encore une fois, je nous souhaite la meilleure année possible. Je nous souhaite, voilà, je nous souhaite les meilleurs résultats possibles dans tout ce qu'on va entreprendre. On continue à se battre jusqu'au dernier round. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Ciao tout le monde.